Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve comme d'habitude pour tenter de parler le plus objectivement possible du PSG avec un sujet très délicat aujourd'hui, j'ai nommé Lionel Messi. Le meilleur joueur de l'histoire de ce sport selon moi, va terminer sa seconde saison au club, il y a un dicton français qui dit jamais 203, est-ce qu'on doit l'appliquer à ce dossier? Eh bien, si on veut rester sur la langue de Molière et dire les termes bien comme il faut, non, jamais Messi doit prolonger au PSG d'un point de vue purement sportif, mais au-delà de cet avis tranché, il y a des nuances à poser, on va les développer dans cette vidéo, et surtout, il ne faut pas voir son départ comme la solution à tous nos problèmes, bien au contraire, le faire partir engendrerait de vrais enjeux auxquels le club devra répondre sur le mercato. Là, je ne parle pas de business, sponsoring, gros sous, mais bien d'apport sportif, parce qu'on est tous d'accord pour dire que Messi est vieillissant, qu'il disparaît dans les grands matchs, qui n'en a sûrement rien à branler du club, mais la réalité c'est que cette saison il a un vrai apport statistique et il nous a fait gagner un certain nombre de matchs, en Ligue 1, pas en Ligue des Champions, mais il nous a ramené les 3 points à lui tout seul pas mal de fois. Donc si tu veux le remplacer, il faut mettre la barre très haute et pas prendre un guignol, tout simplement un mec qui à minima aura le même apport statistique que Messi, et au maximum apportera plus que lui dans le jeu, par des replis défensifs en matière d'équilibre pour l'équipe, peut-être une finition un petit peu plus aiguisée, un petit peu plus tranchante dans la surface, une connexion un peu meilleure avec les latéraux par exemple, parce que en termes de créativité, là il n'y a pas débat, ça va être très difficile de faire autant que Lionel Messi en fait, parce que c'est ce qui se fait le mieux en Europe sur cette saison, et puis sur la décennie au XXIe siècle, peut-être même dans toute l'histoire de ce sport. Bref, dans tous les cas, commençons par faire un point sur la situation. Avant, pendant et juste après la Coupe du Monde, la situation était très claire. Prolongation de Messi, les deux parties le voulaient, mais fin janvier, la situation a changé. Non pas du côté du club, qui est le seul club européen à avoir fait une proposition de contrat à Lionel Messi. Luis Campos l'a dit dans son interview à Téléfoot juste après son mercato hivernal complètement raté. Il dit « Oui, je veux que Messi soit au centre du projet que je souhaite mettre en place au PSG ». On négocie avec son père, il y a eu plusieurs rendez-vous durant le mois de février. Il y a eu une vraie proposition. Donc au sein du club, on pense que repartir sur une 3e saison avec Messi, c'est la solution. Et il y a le Barça, côté romantique, mais visiblement, pour l'instant, il n'y a rien de bien concret, et des destinations exotiques qui font réfléchir Messi parce qu'il aimerait rester en Europe, jouer la Champions League, pour se préparer à la Copa América 2024, tout simplement, et donc après enchaîner à ce moment-là sur l'Inter Miami, l'Arabie Saoudite, comme on entend parler aujourd'hui, ou alors un retour à Rosario, parce que ça, pour moi, c'est ce qu'il doit faire pour la romance, en fait. On voit bien que Ronaldo, là, à partir en Arabie Saoudite, il est en train de cramer sa fin de carrière et de tout simplement l'écorcher. Voilà, c'est la réalité. Bon, bref, seul le PSG a fait une proposition de contrat à Lionel Messi, c'est ce qu'il faut retenir. Lui attend, se pose des questions, et on peut le comprendre. Parce qu'il a gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine, une équipe qui tourne autour de lui. Le Barça, c'était pareil, ça jouait pour lui. Là, il est arrivé dans une équipe qui est celle de Kylian Mbappé. Alors, pas de problème, il n'a pas bronché, hein. Il a eu l'humilité nécessaire pour pas faire de problème politique au sein du club. Il a fermé sa gueule. Lors du penalty gate, on ne l'a pas entendu, tant mieux. Et c'est louable hein, pour lui. Moi, c'est ce que j'ai retenu de sa première saison, son incroyable humilité en fait. Il n'a pas parlé, il n'a pas fait de problème en interne. Alors que quand tu es le meilleur joueur de l'histoire, avec le statut qui va avec, tu peux te permettre d'ouvrir ta gueule. Il ne l'a pas fait. Donc ça, c'est à mettre à son actif. Dans tous les cas, donc il peut se poser des questions sur le PSG qui ne tourne pas autour de lui. Il pourrait se dire « Ouais, ça tourne trop autour de Mbappé, c'est de la folie, j'ai pas envie de rester là. » On pourrait le comprendre. Hein. Enfin, il faut se mettre à la place du joueur. Nous, on est des supporters. Mais si tu te mets à la place de Lionel Messi, tu as tout gagné dans ce sport. Tu as eu la plus grosse rivalité de l'histoire avec Cristiano Ronaldo, bref, tous les accomplissements. Tu arrives dans un club où tu dois jouer pour Mbappé, moi je comprends qu'à un moment donné tu te poses des questions. Surtout que, si on reste dans cette vision des choses, Messi, il a vu Di Maria et Paredes partir cet été pour faire venir Carlos Soler à la place de Di Maria, ça c'est guignolesque, et Fabian Ruiz Vitinha pour remplacer Paredes. Donc quand t'es Lionel Messi, nous, en tant que supporters, on peut discuter. Mais lui, il ne le voit pas comme ça, en fait. Je rappelle que les joueurs, ils votent à l'affect sur les distinctions individuelles.
Les joueurs, ils regardent même pas les matchs, en fait, j'ai l'impression. Ils votent pour leurs potes. Donc tu vois Paredes, Di Maria partir de ce club, l'ambiance qui a l'air un petit peu délétère, ce serait peut-être un grand mot, mais dans le vestiaire, c'est pas non plus le meilleur groupe qu'on ait eu sous QSI. Tout ça fait que la réflexion de Messi, elle s'entend, elle se comprend. Surtout que, depuis qu'il est là, il est sorti 2 fois en 8e de finale en Ligue des Champions. Même si, sur les 2 fois, il fait partie des responsables de l'élimination. Bon, une fois que tu as dit ça, on peut revenir sur son historique au club. Alors, il arrive à l'été 2021, alors que le PSG sort d'une finale et d'une demi-finale de Ligue des Champions. Hein. Tu as quand même le Neymar, en fait, pas le meilleur Neymar, mais le Neymar le plus important pour le PSG. Le meilleur Neymar, c'est le Neymar des 6 premiers mois en 2017, ou alors ça se tape peut-être avec le Neymar de cet été et cet automne, qui a quand même été assez incroyable, sûrement le meilleur joueur en Europe. Malheureusement, tout ça s'est arrêté sur ce choc avec Milenkovic en ouverture de la Coupe du Monde, blessure, tout ce qui s'ensuit, la responsabilité de Neymar aussi qui est à mettre là-dedans. Bref, bon, le meilleur Neymar pour le PSG, ça a été ces 2 versions-là. Le plus important, en revanche, c'est celui du Final 8. C'est celui qui te sort un gros match à Old Trafford contre Manchester United pour t'éviter l'Europa League à la fin de l'année 2020. C'est celui qui fait une très grosse double confrontation contre le Bayern, en fait, qui trouve Mbappé, qui le lance dans la profondeur et qui est donc dans une grosse forme à ce moment-là au PSG. Tu ramènes Lionel Messi là-dedans, alors que tu sors d'une finale et d'une demi-finale. Oui, ton équipe n'est pas parfaite puisque tu n'as pas gagné la Ligue des Champions. C'est même un exploit d'arriver en finale avec l'effectif qu'on avait à ce moment-là. Hein, tu démarres une finale avec Herrera, je rappelle, et en juin, tu as perdu Kouassi, Cavani, Thomas Meunier, et quand même beaucoup. Et en plus, après la finale, tu fais partir Thiago Silva. Bref, donc là, finale, demi-finale, et tu rajoutes Lionel Messi. Alors que les ajustements à faire, c'était au poste de latéral. Tu les avais bien ciblés d'ailleurs, tu fais Hakimi et Nuno Mendes. En défense centrale, au milieu de terrain, mais certainement pas en attaque. Tu avais même des seconds couteaux qui étaient plutôt pas mal. Moiskin, Draxler, je rappelle qu'au match aller contre le Barça, il te fait une très belle entrée. Il est même titulaire au retour contre le Bayern, et je me demande s'il n'est pas aussi à l'aller, mais ça, je parle avec ma mémoire. Il est bon. Pas extraordinaire, transcendant, mais il est bon. Donc, voilà. Rajouter Lionel Messi dans cette équipe qui tournait plutôt bien, avec Di Maria, j'oubliais le grand Di Maria qui fait encore une fois une grosse campagne. On n'oubliera jamais son match retour contre le Bayern, qui est un de ses matchs les plus sous-cotés au PSG. On parle beaucoup du 3-0 contre le Real, du 4-0 contre le Barça pour Di Maria, du match aller à Old Trafford en 2019 contre Manchester United. Mais il y a aussi ce match contre le Bayern, parce qu'il n'y a ni but ni passe D pour lui, on l'oublie un petit peu. Mais dans le jeu, il en restait pas moins absolument incroyable. Bon bref, je pourrais arrêter la vidéo ici en fait. J'ai développé pendant 15 ans, tout ça pour dire que faire venir Lionel Messi dans la configuration du PSG 2021, qui était demi-finaliste de Ligue des Champions, c'était un échec. Tu ne pouvais pas faire... Il n'y avait aucune logique sportive, aucune plus-value à mettre Lionel Messi dans cette équipe qui sortait d'une finale et d'une demi-finale de Ligue des Champions. Et au final, le temps donne raison, puisque... 2 huitièmes de finale avec Messi sur la pelouse, match aller et retour à chaque fois. Avec tous les faits de jeu qu'on va énumérer un petit peu plus tard. Donc voilà un petit peu. Pour moi, en fait, ça s'arrête là. Dès 2021, on pouvait le prédire, en fait, cet échec. Faire venir Messi dans cette configuration, c'était pas du tout un choix sportif. Et au final, tu le payes aujourd'hui. Et évidemment, tu ne dois pas le prolonger. Bon, il a un temps d'adaptation à son arrivée. Hein. La seule éclaircie, c'est son match contre City. Enfin, son but contre City, parce que le match en soi, il est fantomatique, hein, comme tous les grands matchs. Contre le Real à l'aller, il fait pas un mauvais match. En termes de créativité, faut le dire. Mais il loupe un penalty, et au match retour, il sombre comme tout le monde. Au final, il y a les sifflets du PSG, la fin de saison bizarre, 6 buts en Ligue 1, 15 passes décisives. Il y avait des circonstances atténuantes. Première saison en dehors de Barcelone, ça on l'entend. Le Covid qui en janvier 2022 l'a bien tabassé. Et il sortait aussi de la Copa América, premier trophée international, donc avec son équipe, sa sélection qui était très attendue, donc évidemment moment de décompression hein, qui a valu pour Paredes, Di Maria aussi. Hein. Di Maria qui, comme d'habitude, avait fait à ce moment-là une très grosse Copa América. Joueur extrêmement sous-coté. Donc voilà. Bon, on repart, saison 2023.
vraie préparation, Coupe du Monde en ligne de mire, donc il est à fond, il fait un gros début de saison. Voilà. Je pense que de la MNM, c'est celui qui est le plus régulier en termes de statistiques sur la première partie de saison. Maintenant, déjà à ce moment-là, il y avait des prémices de la double bouse qu'il t'a sorti contre le Bayern, et c'était pas faute de l'avoir dit sur la chaîne YouTube. Il disparaît match aller-retour contre la Juventus. Hein. Au retour, il fait juste une passe décisive sur le but de Mbappé à la 13e minute. Mais enfin bon, on se rappelle de ce but que Mbappé construit de A à Z. Certainement pas la passe décisive de Messi qui a un impact dessus. Et plus globalement, à part son but à l'aller contre Benfica, sa campagne de phase de poule en Ligue des Champions est compliquée. Hein. Les matchs contre le Maccabi Haïfa, pardonnez-moi pour juger Lionel Messi, on les inclut pas, quoi. Bref. Il remporte la Coupe du Monde avec une équipe qui tourne autour de lui, plus grand accomplissement de sa carrière, tout le tralala. La Coupe du Monde, c'est pas la Ligue des Champions, je suis d'accord avec les gens qui pensent comme ça, qui disent que oui, s'il a fait un beau tournoi en Coupe du Monde, ça veut pas dire qu'en Ligue des Champions, il peut faire le même genre de performance, parce que les équipes en Ligue des Champions sont bien plus rodées tactiquement, on court beaucoup plus, on est beaucoup moins sur la défensive, on presse. Voilà, on se livre parce que on bosse tactiquement tous les jours, pas comme une sélection qui se réunit une fois par trimestre et où les sélectionneurs ne peuvent pas mettre en place des plans de jeu à la Guardiola qui font gagner la Ligue des Champions. En fait, tu gagnes pas la Coupe du Monde comme tu gagnes la Ligue des Champions. Et c'est pour ça que Messi, sa Coupe du Monde est extraordinaire, mais en Ligue des Champions, fallait pas en attendre ce qu'on a attendu de lui au Qatar en décembre. La petite nuance que je pourrais poser là-dessus, c'est sa demi-finale contre la Croatie. J'aimerais juste le noter, parce que bon, les Croates, c'est des mecs qui sont quand même réputés assez costauds, et il fait un match quand même, enfin je pense que de sa campagne de Coupe du Monde, c'est probablement son match le plus abouti, avec sa super passe décisive où il fait danser un des top prospects Europe quand même, Gvardiol, hein, qui aujourd'hui est pisté par les plus gros clubs de Première Ligue et voué à y aller tout simplement. Hein. Gros défenseur moderne qu'on apprécie ici, qu'on aurait voulu au PSG, mais bon, c'est complètement irréaliste. Donc Messi, il fait une grosse demi-finale contre cette Croatie, très rugueuse au duel, et il résiste au duel. Il tombe pas, comme face à Kimmich et Goretzka il y a une semaine. Donc ça, c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle. Sa demi-finale contre la Croatie, où vraiment, là, c'était pas possible de le bouger. Les mecs, ils les prenaient à 3, ils s'en sortaient. Alors qu'au PSG, même en Ligue 1, il fait pas ça. Sortir de 3 adversaires, non, il le fait pas. Il a beau faire des passes décisives, marquer des coups francs, nous faire gagner des matchs. Il fait plus ça, Messi. Dribbler sur 30 mètres, il le fait plus. Sur cette demi, il l'a fait. Ça, pour moi, c'est un match qui est... Alors, c'est Messi, donc c'est pas une anomalie. Mais quand tu es supporter du PSG, le voir faire ça, c'est une anomalie parce qu'il le fait jamais avec le club. Hein. Là, contre le Bayern, il a valsé face à Goretzka et Kimmich. Bon, bref, il gagne sa Coupe du Monde, il revient tranquillement mi-janvier, mais il passe au travers de quelques matchs. Hein. Rennes, 15 janvier, le match contre l'OM en Coupe de France. Lille, il te fait gagner. Le Classico aussi, même si Lille, dans le jeu, c'était un match où il était absent comme de nombreux autres matchs. Et puis le match aller contre le Bayern, où on peut tout dire. L'approche de Galtier ne le met pas du tout en valeur, mais c'est pas sur la dimension collective que j'aimerais revenir, plus sur son langage corporel, son implication. En fait, il apparaît pas du tout concerné. Et ce, pendant tout le match. Il décroche pas, il lit pas très bien le match. Bon, t'as l'impression qu'il s'en fout. Au match retour, c'est pas vraiment ça. C'est plus que il est pris par l'adversaire. Au match aller, il n'est pas concerné. Au match retour, voilà, il est pris par le plan de Nagelsmann, par la dimension athlétique du milieu de terrain bavarois, et terminé, il se fait bouffer, sa relation avec Mbappé est anéantie totalement. Et aujourd'hui, quasi tous les supporters veulent son départ. Et c'est bien normal, parce que la réalité, c'est qu'il est venu par défaut, il s'en fout du club, Lionel Messi. L'exemple de sa demi-finale de Coupe du Monde est parfait. Quand c'est pour l'Argentine, il se démène, il va au duel, et il reste sur ses appuis. Quand c'est pour le PSG, il tombe dès qu'on le touche, quoi. Voilà. Il ne s'investit pas vraiment. Son langage corporel le trahit, comme je le disais. Son investissement est bizarre, même si, bien sûr, on comprend que la sélection est supérieure au club, pardon. Il a fini le jeu du football. Voilà, il n'a plus rien à en faire, en fait. À part gagner la Ligue des Champions, parce que depuis 2015, c'est un petit peu que des looses pour lui. Il a fini le foot, en fait. Donc, qui s'en fout, on peut le comprendre d'un autre côté. On peut le comprendre. C'est une réalité, il s'en fout.
Et on le comprend parce que c'est le plus grand joueur de l'histoire. Maintenant, le PSG, c'est pas un club de pré-retraite, ni une salle de sport pour préparer ses compétitions internationales avec sa sélection. Voilà. Pour ça, tu vas à l'Inter Miami, en Arabie Saoudite, mais pas au PSG, qui aspire à un projet sportif long terme, qui doit donc avoir des garanties dans les grands matchs et sur la durée. Chose que Messi, 35 balais, ne t'apporte pas, bien évidemment. Donc voilà, on aimerait avoir un retour sportif un petit peu plus consistant, hein, parce que la réalité, c'est que on l'a pas fait signer pour le sportif, on l'a fait signer pour du politique. Donc de l'autre côté, pas avoir de retour sportif, pas avoir les résultats sportifs escomptés, bah, est-ce que c'est étonnant, sachant que le club l'a signé dans une logique politique et pas une logique sportive en 2021. Voilà, mais dans ce cas-là, il fallait le signer en tant qu'ambassadeur du club, hein, certainement pas en tant que joueur. Bref. Ok, il fait des statistiques cette saison, mais dans les grands matchs, il disparaît trop, bien évidemment. Et en fait, je suis pour sa non-prolongation, surtout parce que il faut casser cette M&M qui marche pas. Voilà. Même si cette saison, quand ils étaient alignés tous les trois au coup d'envoi, c'est 19 matchs, 3 nuls, la réalité, c'est que dans les grands matchs, ça ne marche pas, il y a un déséquilibre. Le 7+3, il faut arrêter complètement. Avoir deux pôles de créativité avec Messi et Neymar, c'est un petit peu de la folie. Tout ça au détriment d'un vrai numéro 9 ou d'un ailier droit virevoltant qui t'apporterait un petit peu plus de diversité dans tes circuits de balles. C'est de la folie. Et en fait, pour casser cette M&M, il faut voir en matière de levier, un mot que le Barcelonais connaît. Là, en fait, c'est le seul joueur sur lequel tu as une marge de manœuvre. Neymar, contrat jusqu'en 2027, mais personne n'en voudra. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut le faire partir. Ça relève de l'utopie, en fait. Mbappé, c'est évident, c'est sur lui qu'il faut mettre le projet. Et encore, vu le contrat court terme qu'il a signé l'année dernière, j'espère qu'il va quand même prolonger très rapidement, parce que j'espère qu'on va pas se prendre une carotte au final avec lui, qui serait plus que mérité vu la gestion du club, bien évidemment. Donc Messi, c'est le seul qui a son contrat qui se termine cette saison. C'est pour ça que c'est lui qui doit un petit peu avoir la tête coupée de cette M&M. Et puis, disons-le, des trois, c'est celui qui est le moins investi. Moi, Neymar, je suis désolé. Ok, l'hygiène de vie, on peut s'installer, discuter. On va en faire une vidéo prochainement. Il va y passer, bien évidemment. Mais la réalité, c'est que quand il est sur le terrain, il se démène. Il court, il fait les efforts. Même si j'aime pas trop cet argument parce que j'ai l'impression qu'on parle de Cavani et ça me gêne, sachant que c'est un des joueurs les plus talentueux de l'histoire du foot, il apporte à l'équilibre. Et puis il a eu quand même un apport statistique en première partie de saison qui n'est pas à négliger, et une connexion avec Mbappé. Pour moi, c'est la seule valeur sûre que j'ai dans ce PSG actuel, c'est la relation Neymar-Mbappé. Voilà. Donc, bref. Et puis Mbappé, en termes d'implication, je trouve qu'aujourd'hui, en fait, il est à un niveau d'implication qu'il n'a jamais atteint depuis sa signature au club en 2017. Parce qu'il y a une forme de romantisme qui s'est installé avec les supporters, le parc, le fait qu'il casse le record, la cérémonie, tout ça, la prolongation qui a été célébrée en grande pompe. Bref, il est très investi. Mais là arrivent mes nuances sur Lionel Messi. D'abord, il va falloir le remplacer et bien. Et je ne pense pas que Neymar, qui joue 50% des matchs, soit une solution. En termes de créativité, il va vraiment falloir recruter. Je pense que là, en fait, on ne parle pas d'un joueur, mais plusieurs joueurs pour remplacer Messi. Ça peut être un 9 et un ailier virevoltant, un 9 et un milieu de terrain très créatif, Milinkovic-Savic ou Bernardo Silva, même si Bernardo Silva, en termes de passes progressives et tout ça, je ne crois pas que ce soit le gratin mondial. Les supporters de City seront d'accord avec moi. Donc voilà, il ne faut pas faire comme avec Di Maria et Silva. Faire partir comme ça parce que c'est la tendance de taper sur le joueur, parce que... Non, il faut le faire partir en réfléchissant en amont à son remplacement. Et en le gérant très très bien. Parce que Silva pour Ramos un an plus tard et Di Maria pour Carlos Soler, pardonnez-moi, ça relève du cirque Pinder. Je suis désolé, mais ça m'horripile. C'est incroyable. Je ne sais pas si on se rend compte, en fait, de la dinguerie que c'est. Remplacer Di Maria par Carlos Soler à la toute fin du mercato. Parce qu'en plus, c'est un panic buy, Carlos Soler, on ne va pas se mentir. Bref, si on ne l'avait pas signé, Soler, on n'aurait recruté personne. Ça aurait été encore pire. Di Maria remplacé par personne. Mais quel manque de respect pour la légende qu'est Di Maria, quoi. Je dis pas qu'il fallait le prolonger, mais le remplacer dignement. Pareil pour Messi. Il faut trouver quelqu'un qui, dans le jeu, va avoir autant d'impact. Et surtout, les statistiques. Parce qu'il y a une réalité. Messi, cette saison, il est impliqué sur 35 buts au PSG.
il nous a fait gagner des matchs. Lille, le 4-3 en février, même s'il fait une prestation honteuse dans le jeu, il va chercher son coup franc à la fin et il le met. 3 au mois d'octobre, on gagne 4-3, il met un but extraordinaire qui fait penser à celui qu'il a mis contre le Barça, contre nous avec le Barça en 2021 en Ligue des Champions. Maccabi Haïfa, à l'aller, à pas oublier, on se fait torcher première mi-temps, seconde mi-temps, un but, une passe décisive, au final on gagne 3-1. Benfica, bon, son but là-bas, le 1-1. Lyon, on gagne 1-0. Le 18 septembre, c'est lui qui marque très tôt dans le match. Et il fait vraiment une grosse première mi-temps pendant que Mbappé est méconnaissable. Toulouse, début février. Attendez. Il y a le but d'Hakimi sur une passe... Ah non, je crois pas que c'est sur une passe de Messi. Mais dans tous les cas, Messi marque un très beau but. Première intention contre Toulouse qui te rapporte les 3 points. Donc il t'a fait gagner des matchs. C'est la réalité. Ok, c'est que en Ligue 1, pas en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, il disparaît. Hein. Bon, j'ai cité Maccabi Haïfa, mais comme je le disais plus tôt dans ma vidéo, c'est pas ça qui va changer notre avis sur Messi dans les grands matchs. Donc là, déjà, en Ligue 1, il va falloir un mec qui te fait gagner des matchs. Donc un certain standing. Et ensuite, en termes de régularité, de créativité, c'est quelqu'un qui te crée un nombre d'occasions absolument énorme. Et là, il va y avoir un vrai enjeu, tout simplement. Hein, voilà. Quand c'est Mbappé qui nous fait gagner des matchs, comme Messi contre Lille ou Toulouse, on en fait tout un plat. Donc il faut le souligner quand c'est Messi qui le fait. Parce que là, c'est pareil, je trouve qu'il y a vraiment une différence de traitement. Quand Messi passe au travers des matchs, comme il en a l'habitude, on crie au scandale, on le crie sur tous les toits, à raison. Mais quand c'est Mbappé, parce que Mbappé en août contre Monaco, il fait un match honteux. Contre Brest début septembre, c'est pareil. Le match aller contre Benfica, il est à côté de ses pompes. Reims, le 0-0, il est tout seul. Il n'y a ni Messi ni Neymar. Il prend pas les clés du camion. Lens, 1er janvier, pareil. Rennes, il rentre, il fait un loupé monumental qui ne te permet pas de recoller au score. Reims, le match retour, pareil. Sa première mi-temps, elle est affreuse. Techniquement, il loupe tout. Le match retour contre le Bayern, on n'oublie pas que Mbappé, il a loupé son match. Hein. Il y a la conjoncture collective, mais aussi, on l'a développé dans une vidéo précédente, le match de Mbappé. Donc, alors que Mbappé, à la différence de Messi, l'équipe, elle tourne autour de lui. Hein. Voilà. Bien sûr, de l'autre côté, Mbappé t'a fait gagner des matchs en Ligue des Champions. C'est bien évidemment pour ça que quand il passe au travers, on est un petit peu plus clément qu'avec Lionel Messi. Je disais tout ça juste pour mettre en exergue, en fait, l'apport qu'a Messi dans cette équipe quand même, en termes de régularité, et donc l'enjeu que ça représente pour le remplacer. Et puis surtout, en termes financiers, ok, il coûte 40 millions. La masse salariale est délirante, ça te permet d'en économiser une partie. Mais il rapporte aussi énormément. Je pense qu'il rapporte plus que ce qu'il coûte. Clairement, en termes de contrat sponsoring, tous les touristes qui viennent au Parc des Princes, qu'on les aime ou non, eh ben, ils font marcher les caisses du club, qui est dans un état pitoyable, tout simplement. Et donc, si tu le remplaces, la réalité, c'est que tu vas être un petit peu limité. Tu vas pas pouvoir recruter un joueur à 100 millions comme ça. Parce que ce joueur, il va falloir qu'il ait un vrai apport. Pas égal à Messi, parce qu'il n'y en a aucun aujourd'hui qui rapporte autant d'argent que lui, mais un vrai apport qui fait vendre des maillots et tout ça. C'est compliqué en fait, parce que le club, il réfléchit aussi comme ça. Voilà, il faut aussi se mettre à la place du club. En termes financiers, Messi sort de sa Coupe du Monde, pareil. Je crois que là, on est vraiment à un gros pic d'influence pour Messi, de marketing avec lui en fait. Il vient de gagner sa Coupe du Monde, tu as l'occasion de faire fructifier ça sur toute l'année 2023-2024, que le club le fasse. D'un autre côté, d'un point de vue purement marketing et tout ça, ça se comprend parfaitement en fait. Voilà. Parce que le faire partir, ça solutionnera pas tous nos problèmes de masse salariale. Hein. Voilà, on va vite se retrouver avec le nez dans le guidon, tout simplement. Moi, je pense que celui qui coûte le plus sur la masse salariale, c'est Neymar. Parce qu'aujourd'hui, en termes de sponsors et tout ça, il s'est grillé complètement. Il a perdu Nike au moment de ces histoires d'accusation de viol qui étaient fausses, on l'a su par la suite. Mais la réalité, c'est que voilà, aujourd'hui, il n'a plus du tout la même influence, Neymar. Et je pense que ces 35 millions coûtent beaucoup plus cher que les 40 de Messi, en fait, par rapport à ce qu'il rapporte. Donc voilà un petit peu mon avis sur la prolongation de Messi. Non, elle ne doit pas avoir lieu. Et surtout, elle ne doit pas avoir lieu, non pas parce que Messi machin chouette, mais elle ne doit pas avoir lieu parce que le club va préparer un bon remplaçant, va bien gérer ce dossier. Je parle au hasard, hein, parce que évidemment avec ce club, tout est écrit. Hein.
le remplaçant de Messi, je crois qu'il va pas falloir en attendre grand-chose, comme je l'ai développé dans ma dernière vidéo. On va être un petit peu limité, tout simplement, parce que là, il va falloir recruter, tout simplement. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour parler de Neymar, Victor Osimhen aussi qui était à Paris hier, et puis toutes les autres rumeurs qui entourent le PSG en ce moment. Il y a beaucoup de choses à dire. Ciao les amis.